Tosa Busy, mais trouve un moment. Pas question de fuir le présent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tosa Busy, votre podcast qui vous éclaire grâce à des analyses riches et variées, politiques, régionales, culturelles, technologiques et bien plus encore. Ici, on prend le temps de décrypter les dynamiques qui façonnent nos sociétés avec lucidité, profondeur et engagement. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des mécanismes juridiques assez spécifiques en République démocratique du Congo. On va parler d'une tension en fait. Oui, tout à fait. D'un côté, il y a besoin de protéger les fonctions officielles, l'État. Et de l'autre, le principe fondamental d'égalité devant la loi. Et puis cette lutte contre l'impunité, surtout dans un contexte difficile, de conflit qui dure. Exactement. Alors, on va analyser deux concepts clés, les immunités parlementaires et ce qu'on appelle le privilège de juridiction. D'accord. Et pour faire ça, on s'appuie sur quoi comme source ? Alors, on a 3 documents. Un mémoire universitaire assez pointu sur les immunités parlementaires. Ensuite, un article de recherche qui décortique le privilège de juridiction et surtout les débats autour. Et enfin, une analyse géopolitique plus récente sur la situation dans l'Est de la RDC. L'objectif, c'est donc de clarifier ces concepts un peu techniques, comprendre pourquoi ils existent, leur ratio legis, comme on dit. C'est ça, et voir leurs conséquences pratiques. Est-ce que ça aide l'impunité ? Comment ça affecte la redevabilité des personnalités publiques et tout ça, bien sûr, remis dans le contexte global des défis en RDC. Bon alors, commençons peut-être par l'immunité parlementaire. C'est prévu dans la Constitution, je crois. Oui, article 107. Alors, il faut distinguer 2 choses importantes. D'abord, l'irresponsabilité. L'irresponsabilité. C'est une protection, disons, absolue pour les opinions, les votes, tout ce qui est dit ou fait dans l'exercice même des fonctions de parlementaire. D'accord. Donc là, on ne peut rien faire même après le mandat ? Non, rien du tout. C'est vraiment pour garantir la liberté de parole du législateur. Logique. Mais il y a un deuxième volet, c'est ça ? L'inviolabilité. Exactement, l'inviolabilité. Et là, ça concerne les actes commis en dehors des fonctions. Ça protège contre les arrestations, les poursuites. Sauf flagrant délit, c'est ça ? Oui, voilà, sauf flagrant délit. Pour le reste, il faut une autorisation. C'est la fameuse levée d'immunité. Et c'est là que ça coince, souvent. Notre sauce universitaire en parle. Ah oui, elle le souligne fortement. Entre 2012 et 2017, par exemple, le nombre de levées d'immunité accordées était vraiment minime. Très très peu. Ah oui, carrément. Mais alors, cette inviolabilité, qui est censée être juste une protection de procédure, elle ne devient pas en pratique une sorte de bouclier contre la justice, une quasi-impunité ? C'est toute la critique. Le mémoire pointe du doigt ce risque. Il y a la solidarité politique entre élus, bien sûr, mais aussi la lourdeur des procédures qui peut décourager. Et ça doit alimenter un sentiment d'injustice, j'imagine. Le fameux 2 poids, 2 mesures. C'est exactement ça. Et dans le contexte décrit par notre analyse géopolitique, où la confiance envers l'État est déjà fragile à cause des conflits, de la gestion des ressources, ça n'aide pas. Est-ce qu'il y a des pistes de réforme ? Oui, des propositions existent. Certaines visent à limiter la portée de l'irresponsabilité, d'autres carrément à supprimer l'inviolabilité pour les actes de droit commun. Le débat est vif. D'accord. Passons maintenant à l'autre mécanisme, le privilège de juridiction. Souvent confondu avec l'immunité, mais vous disiez que c'est différent. Essentiel de ne pas confondre, oui. Le privilège de juridiction, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être poursuivi. Pas du tout. Ah bon ? Alors c'est quoi ? C'est simplement le fait que certaines hautes personnalités, le président, le Premier ministre, les parlementaires eux-mêmes, les hauts magistrats, les gouverneurs, etc., ne sont pas jugés par les tribunaux ordinaires, les tribunaux de droit commun. Mais par des juridictions supérieures. Voilà, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, la Cour d'appel, ça dépend des fonctions exactes. D'accord. Mais pourquoi cette différence de traitement ? Quelle est la justification, la ratio legis ? Notre deuxième source en parle, il y a 2 raisons principales. Premièrement, on veut éviter que les juges des tribunaux inférieurs subissent des pressions face à des personnalités très influentes, très puissantes. Ça se comprend. Pour garantir leur sérénité. C'est l'idée. Et deuxièmement, protéger les hautes fonctions elles-mêmes contre des actions judiciaires qui pourraient être lancées à la légère ou pour des raisons politiques par de simples particuliers, notamment via la procédure de citation directe. La citation directe,
C'est-à-dire? C'est quand un particulier peut directement saisir le tribunal pour poursuivre quelqu'un, sans passer par le filtre du parquet et du procureur. Ah d'accord. Donc avec le privilège de juridiction, cette citation directe n'est pas possible contre ces hautes personnalités. Exactement. C'est l'avantage principal. Seul le parquet peut initier les poursuites contre eux devant la juridiction compétente. Ça filtre en quelque sorte. Mais ça aussi, ça fait débat, non? Il y a eu des affaires. Oui, une grosse controverse, notamment autour de l'affaire Matata Pogno. La question, très technique mais cruciale, c'est est-ce que ce privilège de juridiction continue de s'appliquer après la fin des fonctions, pour des actes commis pendant le mandat? Ah, c'est pointu ça. Très. L'interprétation de l'article 163 de la Constitution divise les juristes. Est-ce que la Cour constitutionnelle reste compétente pour juger un ancien ministre pour des faits commis quand il était ministre, ou est-ce qu'il retourne devant les juges ordinaires? Et les implications sont énormes pour la lutte contre l'impunité, évidemment. Considérable. Si la compétence spéciale cesse avec la fonction, ça ouvre potentiellement la porte à plus de poursuites. Sinon, ça peut être vu comme une protection qui perdure. On voit bien la complexité. Et tout ça, comme on le disait, dans un contexte congolais qui est... particulièrement tendu en ce moment. Notre troisième source nous le rappelle. Oui, on ne peut pas analyser ça en vase clos. L'analyse géopolitique décrit une situation très préoccupante dans l'Est. L'escalade militaire avec le M23. Et les accusations contre le Rwanda. Et derrière tout ça, toujours la question des ressources naturelles qui attise les conflits depuis des décennies. L'analyse pointe aussi une certaine faiblesse de la réponse de l'État congolais. Oui. Elle parle d'une réponse militaire qui peine et qui s'externalise beaucoup. Recours à des groupes armés locaux, à des sociétés militaires privées. Et au niveau diplomatique, régional, ça bouge? SADC, EAC. C'est compliqué. L'analyse parle d'une sorte d'impasse. Dans ce climat de tension interne-externe, de conflit, ces débats sur l'immunité, le privilège de juridiction y prennent forcément une autre dimension. Bien sûr. Ils ne sont pas juste théoriques. Ils touchent à la capacité de l'État à fonctionner, à la confiance des citoyens, et à la lutte contre l'impunité, qui est une demande très forte. Donc, si on résume, immunité parlementaire, privilège de juridiction, sont des outils légaux prévus par les textes en RDC. Oui, avec des buts précis, protéger les institutions, garantir l'indépendance des pouvoirs, des objectifs légitimes. Mais leur mise en œuvre concrète, elle pose question. Sur l'égalité réelle devant la loi, sur la redevabilité des dirigeants, et elle peut être perçue, parfois à juste titre, comme un frein à la justice. Surtout dans un pays avec d'énormes défis, sécurité, économie, exploitation des ressources, tout est lié. Exactement. Alors, ça nous met avec une question, peut-être pour conclure. Comment un État comme la RDC peut-il trouver le juste équilibre entre cette nécessité de protéger ses institutions, ses représentants, et l'impératif démocratique d'égalité, de justice, cette demande très forte des citoyens, surtout quand le cadre légal lui-même peut sembler favoriser une certaine impunité dans un contexte de crise profonde. C'est le défi majeur, en effet. Trouver ce point d'équilibre délicat, c'est sans doute une des clés pour l'avenir. Toza Busy, mais trouve un moment. Pas question de fuir le présent.